At the same time, the team has worked to streamline a plan for the work inside the VAB to give us the very best possible chance at a launch in the early April launch period. En ce moment, à l'intérieur du bâtiment d'assemblage des véhicules de la NASA, les équipes travaillent jour et nuit sur l'énorme fusée lunaire, préparant tout pour la mission Artemis II qui enverra des astronautes autour de la Lune. Mais voilà le problème. Pendant que tout ce travail se déroule en coulisses, il pourrait y avoir un obstacle majeur qui se profile à l'horizon. Et s'il devient réellement problématique, cela ne provoquerait pas seulement un petit retard, cela pourrait repousser la mission de plusieurs mois. La NASA a déclaré que l'agence aurait besoin d'au moins 1 semaine et demie environ de travail sur le pas de tir avant d'être prête à lancer. Cela signifie que la mission Artemis II devrait probablement retourner au pas de tir dans environ 3 semaines pour pouvoir viser un lancement le 1er avril. Si Artemis II ne peut pas décoller début avril, la première fenêtre de tir s'étend du 1er au 6 avril. La prochaine opportunité s'ouvrirait ensuite le 30 avril. La NASA n'a pas encore publié plus de détails concernant cette occasion ou les fenêtres de tir suivantes. Mais si le lancement ne peut pas avoir lieu au début du mois prochain, il est possible qu'il faille attendre longtemps. De nouvelles analyses sur les super-éruptions solaires suggèrent même que la mission lunaire Artemis II ne devrait peut-être pas décoller avant la fin de l'année 2026. L'équipe internationale de physiciens solaires, dirigée par Velasco Herrera, a étudié 50 ans de données provenant des satellites Geostationary Operational Environmental Satellites, GOES, qui ont observé le Soleil en rayons X entre 1975 et 2025. Ils ont découvert que le moment où se produisent les super-éruptions et les régions du Soleil d'où elles surgissent correspondent à l'alignement de 2 cycles jusque-là inconnus, l'un d'environ 1,7 ans et l'autre d'environ 7 ans. Ces cycles seraient liés à l'accumulation d'énergie magnétique dans certaines zones du Soleil. Grâce à cela, l'équipe de Velasco Herrera pense pouvoir prévoir les périodes de saison haute pour les super-éruptions. Selon leurs résultats, nous serions actuellement dans l'une de ces périodes, qui aurait commencé à la mi-2025 et durerait jusqu'à la mi-2026. Elle serait concentrée dans l'hémisphère sud du Soleil, entre 5 et 25 degrés au sud de l'équateur solaire. En résumé, le Soleil peut produire d'énormes explosions, appelées super-éruptions. Elles sont bien plus puissantes que les éruptions solaires normales et lorsqu'elles se produisent, elles peuvent perturber le GPS, les signaux radio, les satellites et même mettre les astronautes en danger. Ce n'est évidemment pas le moment idéal pour envoyer des humains vers la Lune. C'est pour cette raison que Velasco Herrera recommande de reporter la mission Artemis II à la seconde moitié de l'année. Lorsqu'ils se dirigeront vers la Lune, les 4 astronautes se trouveront en dehors du bouclier magnétique protecteur de la Terre et seront donc plus vulnérables aux tempêtes solaires. S'ils quittent la Terre en avril, comme le prévoit actuellement la NASA, ils pourraient être exposés à un risque plus élevé de radiation extrême durant cette période d'activité accrue des super-éruptions. La prochaine période d'activité renforcée de super-éruptions est prévue pour début 2027 et durerait jusqu'au milieu de cette année-là. Cette fois, la zone la plus active serait située entre 10 et 30 degrés au nord de l'équateur solaire. Fait intéressant, la capacité de prévision de l'équipe a déjà été testée sans qu'ils le sachent. Fin 2025, après avoir soumis leur article scientifique, de nouvelles données de la mission Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne ont été publiées. Elles décrivaient l'analyse de 4 super-éruptions survenues en mai 2024 sur la face du Soleil opposée à la Terre. Ces super-éruptions correspondaient précisément au modèle des cycles observés dans les 50 années de données utilisées par l'équipe de Velasco Herrera pour ses prévisions. Ces résultats pourraient représenter une étape majeure pour protéger les astronautes, les infrastructures spatiales, ainsi que les réseaux de communication et d'énergie sur Terre contre les tempêtes solaires qui peuvent frapper notre planète. Mais ils rendent aussi les fenêtres de lancement d'Artemis II, déjà très serrées, encore plus limitée. Si Artemis II est repoussé à la fin de l'année, ce ne serait pas seulement décevant,
Cela pourrait aussi bouleverser le calendrier global que la NASA vise pour le programme Artemis Programme. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a indiqué que la mission Artemis 3 vise idéalement un lancement vers la mi-2027. Mais cette mission ne serait plus celle qui ramènera les humains sur la Lune. La première alunissage habité depuis plus de 50 ans serait désormais prévue pour Artemis 4. Artemis 3 servirait plutôt à tester les systèmes en orbite terrestre basse afin de s'assurer que tout fonctionne correctement avant de tenter un véritable atterrissage lunaire. L'alunissage est donc toujours prévu, mais repoussé à 2028. La NASA espère même réussir 2 lancements cette année-là, avec Artemis 4 et Artemis 5. C'est un objectif ambitieux, mais l'ajout d'une mission supplémentaire montre à quel point l'agence veut tester un maximum d'éléments avant d'envoyer des astronautes sur la surface lunaire. La bonne nouvelle, c'est que ce réajustement du calendrier ne change pas directement le plan d'Artemis 2. Mais en réalité, Artemis 2 est la mission qui donne le ton pour tout ce qui suit. Si elle prend trop de retard, cela pourrait se répercuter sur tout le calendrier. Un décalage aussi long aurait un impact majeur sur le planning et peut-être même sur l'élan du programme. Pour l'instant, le meilleur scénario serait de voir la fusée Space Launch System d'Artemis 2 retourner au Launch Complex 39B d'ici le 19 mars, comme prévu. Le temps presse clairement, et ce qui se passera ensuite pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du programme Artemis. Alors que les États-Unis se préparent pour leur prochaine grande mission lunaire, la Chine avance elle aussi avec ses propres plans, et les choses deviennent assez intéressantes. En août, la Chine prévoit de lancer Chang'e 7 à bord d'une fusée Long March 5. Le vaisseau spatial se dirigera vers la Lune et tentera d'atterrir près du Shackleton Crater, au pôle sud lunaire, seulement quelques semaines plus tard. La mission est conçue pour durer jusqu'à 8 ans et son objectif principal est de rechercher de la glace d'eau dans les régions en ombre permanente, des endroits où la lumière du soleil n'atteint jamais la surface. Pour aider à cela, des scientifiques chinois ont récemment publié un nouveau modèle montrant où la glace d'eau a le plus de chances de se cacher autour du cratère Shackleton. L'équipe de recherche provient de plusieurs instituts relevant de Chinese Academy of Sciences et leur étude présente des cartes détaillées des zones les plus prometteuses riches en glace. Elle a été publiée dans The Planetary Science Journal, dans un article consacré à la stabilité thermique de la glace dans cette région. Pour construire leur modèle, les chercheurs ont utilisé des données topographiques à haute résolution provenant de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Ils ont simulé comment la lumière du Soleil, le rayonnement réfléchi et la chaleur provenant de l'intérieur de la Lune influencent les températures dans et autour du cratère. Ensuite, ils ont comparé leurs résultats avec les mesures de température de l'instrument Diviner de l'orbiteur, ainsi qu'avec les précédentes détections de glace d'eau réalisées par la mission Chandrayaan-1 de l'Indian Space Research Organisation. Après avoir validé leur modèle, ils ont estimé combien de temps la glace d'eau et d'autres composés gelés pourraient survivre à différentes profondeurs sous la surface. Selon leurs conclusions, le cratère Shackleton pourrait contenir non seulement de la glace d'eau, H2O, mais aussi de l'ammoniac, NH3, du dioxyde de soufre, SO2, et du cyanure d'hydrogène, HCN, soit à la surface, soit juste en dessous. La plupart de ces substances se trouveraient probablement dans les régions en ombre permanente, même si de plus petits pièges froids, le long des parois du cratère ou dans des cratères voisins, pourraient également abriter des poches de glace. Dans certaines zones, plusieurs composés gelés pourraient même exister côte à côte. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce modèle pourrait aider directement Chang'e 7 à savoir exactement où chercher.
La mission comprend un orbiteur, un atterrisseur, des rovers et même un petit engin capable de bondir pour entrer et sortir des cratères plongés dans l'ombre. Ce hopper transporte l'analyseur de molécules d'eau du sol lunaire, l'UA, qui forera dans le régolithe, collectera environ 1 gramme de matériaux et le chauffera jusqu'à environ 200 degrés Celsius dans un module spécial afin de libérer l'eau ou d'autres composés piégés. Des instruments comme un spectromètre laser accordable et un spectromètre de masse à temps de vol analyseront ensuite les gaz libérés. Bien sûr, le véritable test aura lieu lorsque Chang'e 7 arrivera réellement sur place. Le modèle est prometteur, mais la quantité réelle de glace d'eau ne sera confirmée que lorsque la sonde explorera le cratère Shackleton et les régions environnantes. Si tout se déroule comme prévu, les recherches sur la glace d'eau au pôle sud lunaire pourraient se poursuivre jusque dans les années 2030. Même si les humains sont allés sur la Lune il y a plus de 50 ans avec le programme Apollo Programme, cela ne signifie pas que c'est plus facile aujourd'hui. À certains égards, c'est même plus difficile, parce que cette fois, nous n'essayons pas seulement de visiter la Lune, mais d'y rester, d'y construire des infrastructures et d'y accomplir bien davantage. La Chine suit un plan très clair et progressif avec son Chinese Lunar Exploration Programme, développant progressivement ses capacités à chaque mission. L'approche est lente mais constante. Aux États-Unis, le programme Artemis Programme a parfois traversé des périodes plus difficiles, avec des retards et des défis techniques. Mais en même temps, le plan global commence à devenir plus clair et la stratégie à long terme semble peu à peu s'améliorer.